Hélène Gégado sera guillotinée en 1852 sur le Champ de Mars après son procès. Elle niera jusqu'à la fin sa culpabilité dans les chefs d'accusation pour lesquels elle a été reconnue coupable. Femme meurtrière, au mauvais endroit au mauvais moment. Bienvenue pour une nouvelle vidéo Silence, on cherche. Hélène Gégado est née en 1803 à Kercaudevin, à quelques kilomètres de Lorient. Elle sera accusée de meurtre en 1851. Elle commencera sa vie orpheline et à 7 ans sera placée par un prêtre dans des fermes aux alentours. Jusqu'à l'adolescence, elle est très religieuse et porte l'habit de religieuse et donne confiance aux personnes pour qui elle travaille. Bien qu'analphabète et au physique peu avantageux, elle travaillera toute sa vie au service de divers employeurs. Elle obtiendra même des lettres de recommandation pour pouvoir, à 30 ans, travailler pour le père Drogo à Guernes comme cuisinière de bonne à tout faire. Beaucoup de fidèles mangent autour de la même table, dont Anna, la sœur de Hélène. Le recteur, Anna et plusieurs fidèles tombent malades, dont un enfant de 7 ans. Ils sont tous victimes d'une violente douleur abdominale et des vomissements jusqu'à l'agonie. Tous les défunts ont une couleur violacée. Suite à ces décès, Hélène se rend à Burly. Elle travaille pour le père Laureau, ami de la tante d'Hélène. Elle remplacera sa défunte sœur aux côtés du père Laureau. En quelques jours, le père, sa nièce et la tante d'Hélène meurent. Malchance, hasard, le choléra. Le choléra, il faut savoir que c'était une maladie qui était en France en 1830. Est-ce que c'est pas la cause de ces décès ? Après que la famille d'Hélène soit décédée, elle se rend à Locminé, où elle devient apprentie lingère chez Jeanne le boucher. Jeanne, son mari et leur enfant tombent malades. Hélène restera au chevet de Jeanne et de sa fille, mais elles décéderont contrairement au mari qui se remettra rapidement. Suite à ces nouveaux décès, des rumeurs commencent à naître. Hélène aura pour surnom la femme au foie blanc qui porte la mort en elle, à l'haleine qui fait mourir. Hélène dira à Madame le boucher « Partout où je vais, la mort me suit ». En 1835, 5 personnes mourront alors qu'Hélène est à leur service. Le 9 mai 1835, Hélène intègre le courant du Père éternel à Auray, comme pensionnaire. Elle sera chassée du couvent après avoir coupé les robes des bonnes sœurs et déchiré les livres pieux de la congrégation. Puis, Hélène sera embauchée chez Anne Le Fur à Pluneret, dont la santé décline aussitôt. Mais celle-ci ne succombera pas. Hélène décide de retourner précipitamment à Auray. Suite à la fuite d'Hélène, Anna dira « La fille Gégado, le monstre qui empoisonne ». À Auray, Hélène travaille pour Madame Etel. Le 18 février 1835, André Le Doré, gendre de Madame Etel, organise un dîner avec ses beaux-parents, sa tante et le père Joseph Oliveau, qui a déjà entendu parler d'Hélène. Il dira lors du repas « Comment cette fille est chez vous ? Il faut la renvoyer partout où elle est, il meurt des personnes. » Madame Etel renvoie Hélène sur le champ. Mais la tante présente au dîner meurt. Bon, j'avoue, là, ça commence à faire beaucoup. D'ailleurs, à 24 ans, elle a travaillé pour le père Conan, qui l'a familiarisée avec la morora. La morora, il faut savoir que ça tient de l'arsenic. Et l'arsenic, les symptômes sont des vomissements, une diarrhée, de l'étourdissement et les organes meurent les uns après les autres jusqu'à la mort, et la particularité de ces morts, c'est qu'ils ont un teint violacé. Et toutes les personnes qui sont décédées autour d'Hélène, c'est tous après avoir mangé de la soupe qu'Hélène avait préparée avec soin. Est-ce qu'elle empoisonne vraiment ses victimes ? On retourne à l'histoire pour répondre à ça. Elle se rendra à Vannes,
où elle est employée dans un commerce tenu par Marguerite Maguero. Dans le commerce, Hélène vole dans la caisse sans retenue et fait baisser le chiffre d'affaires considérablement. Donc, sans surprise, elle sera renvoyée. 1839 à 1849, elle travaillera pour divers patrons, qui meurent pas, mais qui la renvoient tous pour mauvaise conduite, kleptomanie, vol, etc. Le 6 décembre 1849, elle est engagée comme domestique chez les époux Rabot. Le fils de la famille, Albert, meurt à l'âge de 9 ans le 29 novembre. Les époux Rabot reprochent à Hélène sa mauvaise conduite et le mauvais comportement qu'elle a avec la femme Rabot, qui est enceinte de 8 mois, et décide donc de la licencier le 3 février 1850. Le lendemain, Madame Rabot et sa mère, Madame Brière, tombent grièvement malades, après avoir mangé une soupe préparée par Hélène. Elles sont prises de vomissements et de coliques sévères. Madame Rabot accouchera d'un enfant mort-né. Monsieur Rabot, suite à la vision de sa femme et de sa belle-mère dans un état léthargique, il prie Hélène de rester pour prendre soin de sa famille. Elle restera jusqu'au 23 février 1850 avant de démissionner. Le 3 juin 1850, elle sera embauchée par Louis Roussel, propriétaire d'un hôtel qui s'appelle Bout du Monde, place Saint-Michel. Hélène se fait maltraiter par la mère et la femme de Monsieur Roussel en permanence. Elle portera une haine envers Perrotte, la femme de Monsieur Roussel, car elle convoite son petit ami qui travaille également dans l'hôtel mais en tant que garçon d'écurie. Le 18 juin 1850, Hélène préparera une soupe pour Monsieur Roussel, qui tombe malade mais se remet très rapidement. Apparemment, il est de bonne constitution. En août 1850, c'est au tour de Perrotte de tomber malade et de se retrouver alitée. Hélène lui dira « Attends ma fille, je vais faire une bonne soupe aux herbes pour nous deux. » Perrotte, après avoir mangé cette soupe, tombe encore plus malade. Après plusieurs semaines sans amélioration, la malade dira « Je suis malade depuis que j'ai mangé cette soupe-là. Je crois qu'elle m'a empoisonnée. » Elle meurt le 1er septembre 1850. Deux médecins examinent le corps de Perrotte, le docteur Pévot et Guyot. Ils suspectent pour la cause du décès un empoisonnement par arsenic. Le médecin demande à Monsieur Roussel de pouvoir autopsier le corps de sa femme. Mais il refusera. Le 4 octobre 1850, soit un peu plus d'un mois après le décès de Perrotte, Monsieur Roussel surprendra Hélène en train de verser le contenu d'une bouteille dans la soupe. Et elle fut chassée immédiatement. Ça continue. Le 19 octobre 1850, elle arrive une nouvelle fois à être embauchée comme cuisinière au service de Monsieur Bidart, professeur à la faculté de droit. Le 3 novembre 1850, la gouvernante de Madame Bidart, Rose Tessier, que Hélène jalouse, est prise de vomissements et de crampes d'estomac. Elle décédera 4 jours plus tard. Pour les médecins qui ont soigné Rose, le décès peut être dû soit à un empoisonnement, soit à une rupture de diaphragme. Et c'est la dernière cause qui sera retenue. L'universitaire emploie une nouvelle gouvernante, Françoise Oriot, qui, quelques jours après son arrivée, elle tombe malade et a les mêmes symptômes que Rose Tessier. Françoise décide de retourner chez elle pour se soigner et elle se remettra de son mal. Sa remplaçante, Rosalie Sarrazin, n'aura pas la même chance que Françoise et décédera le 1er juillet 1851 à l'âge de 19 ans, un peu plus de 2 mois après son arrivée au service des Bidart. Pendant le service d'Hélène chez le professeur Bidart, elle videra tous les fûts de vin qui sont à la cave. Monsieur Bidart, suite à ses décès, étant formel qu'elles ont été empoisonnées, décide de voir le procureur Dubaudin pour lui faire part de ses soupçons. Le procureur demande l'arrestation immédiate de mademoiselle Gégalo-Hélène pour ne pas prendre de risques. En Bretagne, l'annonce de cette arrestation suscite la curiosité. L'instruction est très compliquée car Hélène nie toute accusation en bloc. Elle se défendra en disant « Je goûtais tout ce que je donnais. S'il y avait du poison dans les remèdes, je serais la première empoisonnée. » Les enquêteurs en charge du dossier ont beaucoup de mal à trouver des témoins. La dernière défunte, Rosalie Sarrazin, aura une autopsie faite par le professeur Malaguti. Cette autopsie confirmera
Des résidus de poison sont prélevés dans les entrailles et dans les vomissements de Rosalie. Donc le 7 août 1851, les médecins légistes exhument les corps de Perrotte, Massé, et de Rose Tessier. Des examens chimiques sont pratiqués sur les corps et ils révèlent la présence d'arsenic. Une perquisition des affaires d'Hélène sera faite par les enquêteurs et plusieurs affaires volées sont retrouvées. Donc après 3 mois d'investigation, le procureur Dubaudin dresse 17 chefs d'accusation contre Hélène. Et ces 17 chefs d'accusation enverront Hélène Gégado devant les assises d'Ille-et-Vilaine. Les 11 premiers chefs d'accusation sont pour vol et 6 pour empoisonnement. Le 6 décembre 1851, le procès d'Hélène Gégado débute au Parlement de Bretagne. Le contexte du procès d'Hélène est assez particulier parce qu'il est dans un contexte de coup d'État du prince-président Louis-Napoléon Bonaparte, qui a eu lieu le 2 décembre 1851 et qui attire énormément de monde au Parlement de Bretagne. C'est donc à 10h30 le 6 décembre 1851 que le président de la cour, Boucli, entre dans la salle des assises et commence la séance. Maître Magloire d'Orange défend Hélène, qui arrivera à la cour le visage couvert par une grande hérésienne. Boucli demandera à Hélène d'enlever le voile de son visage, ce qui lui vaudra malheureusement une chronique du conciliateur, la femme au physique repoussant. Le procureur Dubaudin, qui a créé l'instruction contre Hélène et qui fait qu'elle arrive à ce procès, sera accompagné de Thiengo et Pouliac pour représenter le ministère public. Il faut savoir que Thiengo et Poulizac sont les remplaçants du père Raspail qui a été empoisonné suite à son opposition à Napoléon, et Ange Guépin, retenu à Nantes en tant que conseiller municipal, et du docteur Baudin, tué lors du coup d'État contre lequel il tenta de s'opposer. Maître Magloire d'Orange demande le renvoi de cette affaire sous prétexte que les événements politiques nuisent au bon déroulé du procès. Le président refusera en bloc, mais accordera une défense supplémentaire à Hélène. Ce sera Maître Gaillard de Kerbelin et Maître Bouinet qui seront raccordés à l'affaire. Le président commence la séance en interrogeant Hélène. Elle se montre désagréable et parle d'un français approximatif mêlé d'un patois breton. Le président liste tous les décès pour lesquels elle est jugée. Au fil de la lecture des accusations et des témoignages des personnes proches des victimes, Hélène restera impassible. En plus de ça, elle continuera même de se défendre et, je cite, « Je ne connais aucun poison, et si le bon Dieu le veut bien, je n'en connaîtrai jamais. » Elle dira que toutes les victimes avec qui elle était en contact et qui sont décédées est un simple hasard, et qu'elle n'est pas responsable. Boucli, avant de lever la séance du premier jour à 18h30, il dira d'un ton sarcastique « Enfin, voilà 3 femmes de chambre empoisonnées, chez toutes 3 l'arsenic apparaît. Elles n'ont été soignées que par vous, et vous êtes innocente. Il y a là une grande fatalité. » L'accusation fera témoigner 92 témoins entre le 7 et le 13 décembre 1851. Parmi ces témoins, il y aura des médecins qui ont tenté de soigner des victimes, mais ne pourront pas affirmer que la cause des décès est l'empoisonnement. Bon, une fois de plus, le doute reste raisonnable, mais il faut avouer que l'étau se resserre un peu autour d'Hélène. Les médecins qui l'ont consultée dans sa cellule à cause d'une tumeur qu'elle avait développée confirment qu'elle est psychologiquement instable et prise de pulsions incontrôlables. Le professeur Bidard dira que bien que Hélène soit analphabète, elle est d'une intelligence hors du commun en hypocrisie. En ce temps-là, c'était le top de la punchline, faut le savoir, c'était wouh. Bref, on revient au sérieux, on y retourne. Pendant le procès, à chaque fois qu'Hélène est transférée entre la salle d'audience et sa prison, elle subit des agressions. Tout du moins des tentatives d'agression. Il faut savoir qu'il y a quand même un groupe de femmes qui a réussi à aller jusqu'à elle et lui a arraché son voile pour montrer sa laideur.
Le 7 décembre 1851, le docteur Toussaint confrontera Hélène en affirmant l'avoir vue avec de la poudre blanche. Hélène avouera en avoir volé à Locminé, là où elle a travaillé il y a des années, et l'avoir revendu dessous. Le président de la cour demandera à Hélène « Mais pourquoi vous ne l'avez pas dit le premier jour du procès ?» et attendre cette confrontation. Le 12 décembre, le professeur Malaguti confirmera la présence d'arsenic dans les 3 derniers corps qu'il a exhumés et autopsiés. Le magistrat dira à Hélène « Vous voyez, l'arsenic a été trouvé par la science sur 3 cadavres. Vous seul avez veillé près du lit de toutes 3. Contre toutes 3, vous aviez des motifs de haine. Il y a eu empoisonnement. Quelle est l'empoisonneuse, si ce n'est vous ?» Hélène dira ne rien avoir à se reprocher à ce moment-là. Le 13 décembre 1851, donc maître du Baudin, il demandera à Hélène d'avouer et demandera au juré de la condamner. Et suite à ça, comme Hélène n'avouera toujours pas, la séance est levée pour quelques instants. Bon, à ce moment-là de l'histoire, je vous avoue, ça commence à se sentir mauvais pour elle, même si on peut toujours se demander si elle est coupable ou non. Après la pause, c'est à maître Magloire d'Orange de prendre la parole. Il faut savoir que maître Magloire est l'avocat d'Hélène. Et il dira « Nous pensons qu'il ne faut pas hésiter à reconnaître tous les malheurs du présent et du passé. Il faut avoir la bonne foi et la fermeté de montrer à toutes les époques le vol et le poison partout où la main d'Hélène Gégado est passée. » Le 14 décembre 1851, le président de séance Boucli, devant une salle comble, conclut le débat par un résumé complet de l'affaire qui durera évidemment 3 heures. Quand on voit la longueur de la vidéo que je viens de tourner, je peux vous dire qu'il y en a bien plus à dire, mais j'ai fait un condensé de toutes les victimes. Suite à ça, les jurés vont délibérer pendant 2 heures. À 17h, la sentence tombe. Ils requièrent la peine de mort. Hélène dira « J'aime mieux mourir innocente que vivre coupable. » Alors quand on entend quelqu'un dire ça, je vous avoue, ça porte un peu le doute. Tu te dis peut-être qu'on est en train de condamner quelqu'un à être guillotiné alors qu'elle a rien fait, la pauvre dame. On va continuer parce que l'histoire ne se termine pas là. Le 25 février 1852, jour de l'exécution d'Hélène Gégado, elle demandera à l'aumônier de la prison de la visiter pour une ultime confidence. Sur le point de comparaître devant Dieu, et voulant autant qu'il ait en moi expier mes fautes et mérite la commisération publique, je déclare me reconnaître coupable des empoisonnements relatés dans mon acte d'accusation. Le 25 février 1852, à 6h30, Hélène Gégado est guillotinée sur le Champ de Mars. C'est ainsi que l'histoire de Hélène Gégado, la femme à la soupe, se termine. Si jamais cette vidéo vous a plu et que vous êtes resté jusqu'au bout, mettez en commentaire arsenic pour me montrer que vous avez bien été là. D'ailleurs, n'oublie pas s'il te plaît de t'abonner et de laisser un petit pouce bleu pour me soutenir. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo Silence, on cherche. Et avant de manger, vérifiez.